Bonjour Xavier Bertrand. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur LCI. Rappelons que vous êtes président de la région Hauts-de-France, un membre actif de la campagne de Valérie Pécresse. L'actualité ce matin nous emmène en Corse avec cette phrase de Gérald Darmanin dans le quotidien Corse. Corse Matin, nous sommes prêts, on va la voir s'afficher, nous sommes prêts à aller jusqu'à l'autonomie. Il propose donc de discuter, il arrive encore cet après-midi et jusqu'à demain soir, de discuter de ce sujet tabou contre un retour au calme immédiat. Est-ce que c'est la bonne méthode? Déjà, ce n'est pas un sujet tabou. Ni en Corse, ni sur l'île de Beauté, ni même parmi la classe politique. Tout le monde, tous les responsables politiques sont aujourd'hui d'accord pour dire qu'il faut davantage d'autonomie en Corse comme pour toutes les régions françaises. C'est le sens notamment de la République des territoires de Valérie Pécresse. Mais on va se poser un moment là-dessus parce que c'est très révélateur de la gestion des problèmes et de la préparation de l'avenir par M. Macron et par son gouvernement. Déjà, on ne cède pas la violence. Les demandes auxquelles semble commencer à répondre le ministre de l'Intérieur, elles sont sur la table depuis des années, par des élus légitimes, des maires, des parlementaires et aussi par le président de l'exécutif. Demandes légitimes depuis des années. Et qu'est-ce qu'a dit M. Macron depuis des années? Allez vous faire voir. En 2018, il va en Corse, il oppose une fin de non-recevoir, avec un ton méprisant, comme rarement un président de la République l'a utilisé à l'égard d'un certain nombre de nos concitoyens. C'est en 2018. Et là, il faut qu'il y ait des violences pour que le gouvernement soit prêt à céder. Non mais, ça en dit long sur la méthode. Et ça veut dire quoi, Elisabeth Martichoux? Ça veut dire qu'en France, il faut qu'il y ait des menaces, il faut qu'il y ait des violences pour que l'État se mette autour d'une table. C'est certainement pas la bonne façon de faire. Et puis il y a aussi autre chose. Mais ils tiennent à quoi, ces gens-là qui nous gouvernent aujourd'hui? Ils ont des convictions ou pas? En 2018, c'était le contraire. Et là, en 2022, on nous dit c'est pas grave, on va aller dans cette direction. Alors, on va faut avoir des convictions quand on gouverne. Vous dites c'est pas la bonne méthode. D'abord, vous dites il cède à la violence. Bien sûr. Donc, Gérald Darmanin arrive en Corse, qu'est-ce qu'il doit faire? Rétablir l'ordre sans faire pour l'instant aucune concession? Non, attendez, c'est pas ça. Il y a un préalable à tout, c'est la fin des violences. Ouais. Tout le monde souhaite la fin de ces violences. C'est ce qu'il demande. Ça, c'est la première chose. Oui, mais ça, c'est aussi une question d'ordre public, c'est une évidence. Maintenant, nous savons depuis des années, c'est ce que Valérie Pécresse a dit voilà plusieurs semaines quand elle s'est rendue en Corse. Nous avons rencontré, j'étais avec elle, M. Simeoni, on a vu aussi d'autres élus corses pour pouvoir justement avancer sur ces questions. Donc là, maintenant, ils doivent le faire dans la précipitation, parce qu'il y a la question institutionnelle, la question de l'autonomie, mais ce n'est pas la seule. Mais pardon, c'est une conversion tardive. En 2018, Emmanuel Macron s'affiche avec Jean-Pierre Chevènement qui s'oppose. Oui. C'est symboliquement une fin de non-recevoir. Ok, c'est plus que ça, c'est politiquement une fin de non-recevoir. C'est une conversion tardive. Pour autant, est-ce que ça disqualifie la démarche d'aujourd'hui sur fond de violence? Mais ils ont quoi comme conviction, ces gens-là? Quelles sont les convictions de M. Macron? Il n'en a aucune. Il n'en a aucune. C'est ça le fond du problème. Et donc derrière, quand vous n'avez pas de conviction, comment voulez-vous que vos interlocuteurs puissent aussi vous respecter? Et le bras de fer qui est fait avec la violence n'est pas la bonne façon. Est-ce que les violences justifient qu'à un mois de la présidentielle, Gérald Darmanin pose la question que vous appeliez de vos voeux par ailleurs sur le fond? La violence ne justifie jamais rien. La violence ne justifie jamais rien. Il faut bien y répondre. Rien. Pas seulement par la force, si. Il faut aussi savoir l'anticiper, la violence. Rien n'est facile quand on dirige. Rien n'est facile quand on dirige un pays. Mais une chose est certaine, c'est qu'il faut en permanence, quand on gouverne, anticiper. Je voudrais aller jusqu'au bout. Parce que le gouvernement, il réagit pourquoi? Parce que... pourquoi? Il y a quoi déjà le 10 avril déjà, je ne sais plus bien, c'est quoi? Une élection présidentielle. Ils n'agissent que parce qu'il y a aujourd'hui l'obsession du rendez-vous présidentiel. Que cela. Alors attendez, j'aurais quand même aller jusqu'au bout. Il y a la question de l'autonomie, mais il n'y a pas que ça. Sur l'île, qu'est-ce que les gens veulent? Ils veulent une activité économique, ils veulent du développement économique, de l'emploi. Il y a la question notamment du tourisme, il y a la question de l'élargissement de la saison, il y a la question aussi des déchets, un vrai sujet qui est aujourd'hui en suspens depuis des années et des années. Il y a la question de l'eau en Corse, il y a la question de l'agriculture. Toutes ces perspectives-là, ce sont des perspectives économiques et il faut de la part de l'État également un immense plan d'investissement dans les infrastructures, comme ce que Nicolas Sarkozy avait fait à l'époque, qu'on a eu l'occasion de faire sur la mise à niveau des établissements de santé. La Corse a besoin d'un renforcement en matière de santé et la question institutionnelle est importante. Elle n'est pas la seule et elle n'est pas forcément la première. Mais pour ça, il faut respecter les Corses et il faut vouloir engager un dialogue. Le contraire de la méthode Macron. L'autonomie jusqu'où?
pouvoir législatif, droit de lever l'impôt, fiscal. Il y a un article dans la Constitution, qui est l'article 73, qui prévoit des dispositions aujourd'hui pour les seuls Outre-mer. C'est à partir de cet article 73 que Valérie Pécresse veut que l'on puisse aménager, faire bouger les compétences, donner des pouvoirs plus importants, notamment en matière réglementaire, aux collectivités. C'est vrai pour la Corse, mais le président de région que je suis aussi est très demandeur d'avoir davantage de responsabilités. Vous savez pourquoi aujourd'hui? La France est un pays formidable, mais toute notre vie est compliquée parce que c'est Paris qui décide de tout. L'État doit s'occuper du régalien. Justice, sécurité, reprise en main de la politique migratoire, diplomatie, lutte contre le terrorisme, défense. Mais pour le reste, pour la vie au quotidien, laissons respirer les territoires, des maires jusqu'au président de région. C'est important de savoir jusqu'où vous me dites les mêmes droits finalement pour toutes les régions, plus d'autonomie. Est-ce qu'il faudrait une autonomie de plein exercice pour la Corse? Non, ce qui est dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va battre monnaie, qu'on va avoir sa politique de sécurité? Bien sûr que non. D'ailleurs, ça n'est pas ce qui est demandé. Mais encore une fois, il faut aussi faire attention. C'est que derrière, si on revient sur la question institutionnelle pendant des années, en attendant, il faut du boulot en Corse. En attendant, il faut justement donner de vraies perspectives en matière de santé. Tout de suite, pas dans 5 ans. Et si Valérie Pécresse était élue, imaginons, pour l'instant les sondages le laissent pas entrevoir, mais si c'était le cas, elle poursuivrait le processus que va engager aujourd'hui et demain Gérald Darmanin, ou elle efface tout, on n'a pas la même politique que les autres. D'une part, moi, c'est une conviction profonde. Je connais la Corse depuis longtemps. J'aime profondément la Corse et les Corses. Oui, mais il faut aussi connaître pour respecter. Ça, c'est la première des choses. Ça ne peut pas être vu de Paris avec un air un peu hautain pour dire « Oh là, qu'est-ce qu'ils demandent, eux, là-bas ?» Non. Il faut clairement comprendre et respecter. C'est la première des choses. Il y a aussi une véritable culture du dialogue et ça n'est pas la seule question institutionnelle. Je vous l'ai dit, elle n'est pas taboue depuis des années, contrairement à ce que l'on pense. Mais aujourd'hui, en Corse, on veut du concret. On veut pouvoir donner la liberté de choix aux jeunes, de pouvoir se former. C'est notamment une proposition qu'avait faite Philippe Juvin, c'est d'aller vers un CHU, centre hospitalier universitaire, d'un nouveau mode en Corse. Il y a des besoins en matière de santé qui sont criants, qui n'ont pas été réglés depuis 5 ans et qui ne peuvent pas attendre 5 ans pour le règlement. Soyons pragmatiques, est-ce qu'il faut que le prochain élu reprenne le processus là où Gérald Darmanin l'aura entamé? Mais attendez, le problème, on a un gouvernement qui est là pour encore 4 ou 6 semaines parce qu'il y a un rendez-vous électoral. Mais il n'y a pas à être lié parce qu'ils engagent tardivement aujourd'hui. Ils sont aujourd'hui aux abois. Le fait qu'un État bouge parce qu'il y a des violences, on dit non, mais ce n'est pas la première fois, Madame Artichoux. Rappelez-vous sur la crise des Gilets jaunes. Ils ont provoqué cette crise à l'époque et ensuite, ils ont essayé d'éteindre au maximum cet incendie qu'ils avaient provoqué eux-mêmes. Ils l'ont éteint? Pardon? Ils l'ont éteint? Non, il y a aujourd'hui un malaise profond de la part notamment des classes moyennes. Vous savez, quand les gens qui travaillent, la fin du mois, c'est pas le 30 du mois, mais le 10 du mois, ça peut pas marcher. Et pour ça, vous voyez, je pense que M. Macron n'a jamais ressenti ce que vivent nombre de nos concitoyens. Le quinquennat prochain devra être le quinquennat des classes moyennes. Et le projet de Valérie, parce qu'il remet le travail en premier, la valeur travail en premier, permettra de répondre à ces enjeux de pouvoir d'achat. Pour l'instant, les Français ne sont pas convaincus, si on en croit les sondages. Encore un mot, le plan de résilience présenté cet après-midi par Jean Castex pour aider les entreprises à passer le cap de la hausse des prix de l'énergie. Il y a eu déjà l'annonce de 15 centimes de baisse par litre à partir du 1er avril. Le gouvernement accompagne les Français confrontés à cette inflation. Il est au rendez-vous? Parlons des principes absolument indispensables pour gouverner. Il y a la transparence. De combien l'État s'est enrichi avec l'augmentation du prix du carburant? Parce que c'est comme ça que ça se passe. Il y a aujourd'hui une TVA. Vous pensez qu'à Bercy, ils le savent jour après jour, à l'euro près, ils sont capables de dire quelles sont les rentrées fiscales, sachant que par ailleurs, ce que les Français dépensent d'un côté, ils le dépensent. Non, ils ne le savent pas tous les jours. Ils le savent plusieurs fois par jour. Mais ils savent exactement en fonction de la consommation. Ils le savent exactement. Or, moi je le dis, je les accuse d'une chose, c'est de ne pas dire la vérité. C'est de ne pas jouer la transparence. La baisse de 15 centimes, là, qui a été décidée, elle devrait être plus importante et elle aurait dû commencer dès lundi, pas dans 15 jours. Pourquoi ils gagnent 15 jours? C'est pas la valse des étiquettes qu'il faut faire. Les prix à la pompe ne changent pas et les prix devant les pompes ne changent pas. C'est à la caisse, ça aurait pu être fait tout de suite. Mais ça permet au gouvernement de gratter 250 millions d'euros sur le dos des Français. Et rendez-vous compte, le cynisme, ça va s'arrêter fin juillet, c'est bien ça? Donc ça veut dire que pour les départs en vacances du mois d'août, les Français vont payer plein pot? Et vous ne croyez pas que le gouvernement... Le prochain élu... Je veux juste finir là-dessus sur les carburants, c'est très important. Et qu'est-ce qu'ils attendent au gouvernement
pour convoquer dès lundi dernier, on est mercredi, tous les distributeurs de carburant pour leur dire, il y a une enseigne, je peux la citer, Leclerc qui a décidé de baisser de 35 centimes. Et vous attendez quoi? Non, parce qu'il y a l'action du gouvernement, mais il y a aussi le fait de mettre en face chacun en face de ses responsabilités pour dire les Français, on a une augmentation du carburant, on doit protéger le pouvoir d'achat des Français et je ne comprends pas pourquoi depuis lundi dernier, il n'y a pas eu cette convocation de tous les distributeurs en disant tout le monde joue le jeu. Mais Xavier Bertrand, ce qu'on pourrait vous dire aussi, c'est que le gouvernement, il a mis sur la table 25 milliards depuis l'automne dernier. 25 milliards. Le chèque inflation, le chèque carburant, les aides multiples. Chèque inflation, 25... où les personnes qui ont touché pour le carburant sont parfois des personnes qui sont en maison de retraite qui n'ont plus de voiture. Quand il y a des recettes cachées, on pourrait vous dire, il y a des dépenses très transparentes et elles sont massives. Comment est-ce que vous pensez vraiment que le gouvernement arrive à s'enrichir en engageant des recettes et, comme disait Valérie Pécresse, en cramant la caisse? Mais bien sûr, ça se voit tous les jours. Ça se voit tous les jours. Alors, du coup, il a tout à fait les moyens de faire ne pas cramer la caisse. De faire davantage. De ne pas cramer la caisse. Attendez, il y a deux choses différentes pour qu'on ne mélange pas. Ouais. D'une part, il y a la question du pouvoir d'achat des Français. Vous savez aussi qu'on paye plus cher le carburant parce que depuis le début du quinquennat de M. Macron, la TICPE a augmenté sur le diesel et a augmenté sur le Super 95, par exemple, jusqu'à 12 centimes. C'est pas l'international qui a voulu ça. C'est lui qui l'a imposé. C'est lui qui l'a imposé. La deuxième des choses, si vous ne voulez pas cramer la caisse et si vous voulez aussi que nous soyons un pays qui continue à rembourser ses dettes et à se désendetter, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des réformes de fond. Des réformes qui ne font pas plaisir, mais il faut aussi dire la vérité. Nous pourrons gagner davantage pour chacun des Français en travaillant davantage. Et nous devrons aussi, si nous voulons nous désendetter, il faudra aussi faire des réformes structurelles. Tout ce qui n'a pas été fait depuis 5 ans. Travailler jusqu'à 65 ans. C'est le projet d'Emmanuel Macron. Vous partagez, Valérie Pécresse et vous, ça pourrait être le projet, entre guillemets, les syndicats ne l'appelleraient pas comme ça, ce projet de rallonger l'âge de départ légal à la retraite à 65 ans. Comment peut-on faire confiance à quelqu'un qui n'a pas fait les 5 dernières années, qui vous dit « Ah là, maintenant, la main sur le cœur, là, je vais le faire ». C'est pas crédible, c'est absolument pas crédible. Et il ne peut pas faire demain ce qu'il n'a pas fait hier. Ah, il a même essayé de faire, mais les Français ont bien compris, avec le système qui était complètement flou. Alors, il est abandonné par le gouvernement, on n'en parle plus. Ah, mais de toute façon, ce gouvernement, là, dans les 4 semaines, est aux abois. Regardez ce qui se passe sur le point d'indice. Il y a une demande légitime de la part Alors, le dégel du point d'indice des fonctionnaires. Est-ce que je peux terminer une phrase? Oui, juste mais pour expliquer. Je précise, vous me dites point d'indice, je me dis peut-être que c'est juste pour préciser. Tout le monde en parle depuis hier. Oui, mais bon, un peu d'humilité ne nuit pas. Le dégel du point d'indice a été annoncé par Amélie de Montchalin. Pardon pour cette interruption de programme. Allez-y. C'est donc pour pouvoir augmenter le nombre de fonctionnaires. Et quand je pense à nombre de fonctionnaires, je pense à ceux de catégorie C, ceux qui occupent aujourd'hui des fonctions, mais qui sont les moins rémunérés. Je vais aussi essayer d'être le plus pédagogue possible. La vérité sort parfois de la bouche des ministres. En 2021, Madame de Montchalin, ministre, disait quoi? Ah non, on ne peut pas augmenter le point d'indice, parce que vous comprenez bien, ce serait électoraliste. Et c'est la même qu'il annonce hier. D'ailleurs, il y a un petit problème démocratique, ou un gros sujet démocratique. Les ministres qui parlent aujourd'hui, ils sont membres du gouvernement ou ils sont porte-parole du candidat Macron? C'est un cadeau électoraliste. Alors, l'obligation de réserve... Elle le disait elle-même. Vous avez été ministre, l'obligation de réserve des ministres, elle tombe vendredi. Mais personne n'est dupe, Mais c'est Noël. Évidemment, tous les jours. Quoi. Je l'avais déjà indiqué voilà quelques semaines. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand il y a des demandes légitimes, elles auraient dû être traitées au fil de ce quinquennat. Là, aujourd'hui, il se réveille aux abois en disant il faut tout faire, il faut tout lâcher, sans souci de savoir si nous pouvons payer, si nous pourrons payer. Et ce sont les Français qui, d'une façon ou d'une autre, paieront les factures, paieront les chèques qui sont aujourd'hui tirés. Ça n'est pas responsable. Ça n'est pas responsable. Et ce que je veux aussi indiquer sur tous ces sujets-là, c'est que les choses n'ont pas été faites pendant 5 ans. Elles n'ont pas été faites. Et je n'accorde aucun crédit, comme beaucoup de Français, à l'idée que ça peut se faire après. Maintenant, vous me dites, oui, mais aujourd'hui, dans les enquêtes d'opinion, vous semblez loin. Pourquoi? Parce que ce qui se passe, regardez les images qui sont derrière nous, c'est l'Ukraine, c'est la guerre. Sauf que cette élection présidentielle, c'est pas un référendum pour ou contre la guerre. C'est de savoir qui va diriger le pays pendant les 5 ans qui viennent. Qui va être capable de remettre de l'autorité dans notre pays, de faire du travail, justement, la valeur clé pour redonner de l'espoir. C'est ça le véritable enjeu. Et pour cela, je suis intimement convaincu que dans les 4 semaines qui nous restent, il faut que nous montrions
le projet de Valérie Pécresse, parce que c'est celui qui peut relever ces défis. Dans les 30%, puisque vous évoquez effectivement la domination d'Emmanuel Macron dans les sondages sur fond de guerre d'Ukraine, est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait que les Français considèrent le président sortant présidentiable davantage que ses concurrents et davantage que Valérie? Oui, mais attendez, un président sortant, on l'a vu pendant 5 ans, dans les manifestations officielles, avec les grands de ce monde, dans ces cas-là, on se dit, ah oui, oui, forcément, le costume du président, vous reprenez les images de la dernière élection présidentielle, avant l'élection, personne ne voyait M. Macron de la même façon. C'est le moment où vous êtes élu, à 20h01, où les Français vous regardent différemment. Il y a 2 choses très différentes. Il y a ça, vous dites la présidentialisation. Il y a aussi, on va dire, gérer les crises. Mais moi, je veux une présidente qui gère le quotidien des Français, qui les protège pas seulement dans les crises, elle saurait le faire, Valérie Pécresse, mais qui gère aussi leur quotidien, les fins de mois, Madame Martichoux. Et là, en l'occurrence, ce président-là, le président sortant, n'a jamais compris les difficultés des Français. J'ai une question importante à vous poser parce que Gérard Larcher a eu une phrase hier. Il dit que si M. Macron est réélu, on va le voir, c'était dans le Figaro, faute de campagne présidentielle, dans le fond, dit-il, la question de la légitimité de son mandat se posera. S'il n'y a pas de campagne, on la voit, la phrase in extenso, la question de la légitimité du gagnant se posera. Cette mise en garde, est-ce que vous la partagez mot pour mot? Gérard Larcher n'a pas besoin de porte-parole, mais vous savez qu'il n'y a certainement pas beaucoup plus républicain que Gérard Larcher. Donc c'est pas ça qu'il conteste. Il conteste juste une chose, la capacité à mener des réformes de fond. Non, pardon, juste, je voudrais m'arrêter. Vous allez me dire que si ma réponse ne vous plaît pas, dites-le. Non, non, mais en tout cas, c'est ma conviction profonde. Mais je ne juge pas de votre question. Je reviens de votre réponse. Je reviens à ma question sur la légitimité. Est-ce que le président Macron réélu dans ce contexte, dans ces conditions, pourrait ne pas être légitime? C'est exactement ce que dit. J'ai très bien compris Gérard votre question, Larcher. vous avez très bien compris ma réponse. Votre réponse, c'est de ne pas répondre à ma question. Non, non, attendez, je joue plus à ça. J'ai passé l'âge depuis longtemps. Si vraiment je voulais pas répondre, je vous dirais joker, ou je vous dirais, écoutez, je suis pas fondé à répondre. Non, je viens de vous le dire. La question, c'est la légitimité des réformes derrière. Comment pouvez-vous... On parle des conditions puis-je continuer ou d'élection pas et vous me répondez réforme. Mais bien sûr, c'est ça qu'il a voulu dire, très clairement. Très clairement. Vous aviez très bien compris tout à l'heure. Là, le vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, on a un président qui ne veut pas du débat. Excusez-moi, avec tout le respect que je dois à votre chaîne, vous avez été obligé de vous plier à cet exercice, à ce débat l'autre jour, parce que le président de la République ne voulait pas débattre avec 12 personnes, enfin 11 autres personnes, ça peut très bien se comprendre, mais ce truc avec les entrées et les sorties, non mais à 11, de toute façon, les débats sont complètement cacophoniques. Mais je ne vois pas pourquoi il n'a pas pu accepter des débats avec celles et ceux qui peuvent se retrouver au second tour, Valérie Pécresse et aussi d'autres. Bon, là, on rentrait, on sortait, on aurait dit quoi? Une sorte de job dating. Non, excusez-moi, c'est pas vous qui êtes responsable, c'est lui qui a imposé ses règles. Il veut pas qu'il y ait de débat. Il veut l'enjamber. Mais ce qui veut dire derrière, que s'il veut conduire des réformes, s'il était réélu, ce que je ne souhaite pas, et je pense que ce n'est pas encore un scénario écrit, qu'est-ce qui va se passer derrière? Où sera la légitimité? Là, on a dit, tiens, 65. Mais si vous voulez réussir la réforme des retraites... 65 ans. 65 ans, c'est ce qu'il a dit. Enfin, c'est ce qu'il a dit, ça a été glissé. Après, M. Attal, porte-parole du candidat, du gouvernement, on ne sait pas trop, dit non, c'est 65 ans. Vous voulez réussir la réforme des retraites? Il faut du courage et de la justice. L'esprit de justice, c'est pas leur marque de fabrique à La République En Marche. L'esprit de justice, c'est ce qui avait conduit notamment, je remonte assez loin, c'était Jacques Chirac qui l'avait voulu, c'était François Fillon qui a porté cette réforme. On avait mis en place les carrières longues. C'est la droite et le centre qui l'avaient fait. J'étais rapporteur du texte. On avait permis à celles et ceux qui avaient travaillé très jeunes de partir plus tôt. Si vous n'avez pas de justice, vous ne pouvez pas réussir cette réforme. Encore 2 questions. D'abord, Nicolas Sarkozy, s'il ne soutenait pas Valérie Pécresse clairement, comment l'interpréteriez-vous? Et pourquoi il ne la soutiendrait pas? Vous avez des informations? Non, je vous pose la question. Je dis, pour l'instant, il ne l'a pas fait. Nous sommes à 3 semaines et demie. Donc il y a encore du temps. Il y a encore du temps. D'accord. Et après, il y a aussi autre chose. Vous imaginez qu'il puisse ne pas le faire? Il a écrit un livre, et ça caractérise bien son état d'esprit, libre. Alors laissons-lui toute liberté de se prononcer. Vous allez bien? J'ai l'air de ne pas aller bien. Vous avez l'air d'aller très bien. Un peu enrhumé, mais je vous rassure, je vous fais tester régulièrement. D'aller très bien. Je vous pose la question parce que depuis le 4 décembre, vous soutenez sans faillir, avec beaucoup d'engagement, Valérie Pécresse. Vous êtes à nouveau président de région. Quelle est votre ambition ensuite? De changer de président
Et vous l'avez dit vous-même, je n'ai pas réussi à convaincre au Congrès. Je mets toutes mes forces dans la campagne de Valérie Pécresse parce que je pense qu'elle est celle qui nous permettra à la fois de retrouver confiance et de retrouver de l'espoir. Ce sont mes convictions, celles d'une droite républicaine, c'est-à-dire qui met de côté les laxistes, qui rejette très loin les extrémistes. Ce sont mes convictions, mes valeurs, et c'est ce que je veux faire aujourd'hui. Et je pense que cette campagne est loin d'être finie. Il y a tellement d'indécis. Regardez cette campagne où les candidats se tiennent parfois à 3-4 points, 3-4 candidats. Les choses sont vraiment possibles. C'est ce que je vais faire encore tout à l'heure dans la Marne, en faisant campagne tous les jours. Il y a aussi la guerre. Il y a des réfugiés, 3,5 millions jetés sur les routes de l'Ukraine et surtout de l'Europe. Gérald Darmanin a dit qu'on pourrait en accueillir jusqu'à 100 000. Dans la région Hauts-de-France, qu'est-ce que vous faites? Combien sont arrivés? Ça sera le cas également. Nous avons aujourd'hui plusieurs centaines de familles qui sont arrivées. Demain, le Conseil régional des Hauts-de-France prendra une délibération pour marquer à la fois son soutien et son soutien notamment aux déplacés, aux réfugiés ukrainiens, dans un partenariat avec la Pologne. Parce que la Pologne, notamment avec la Silésie, on est jumelés. Et on va aussi les aider parce qu'ils sont en première ligne, parce que beaucoup d'Ukrainiens ne veulent pas trop s'éloigner pour pouvoir retourner dans leur pays le plus rapidement possible. Vous avez dégagé un budget, bien sûr, enveloppe. Une première ligne qui sera à peu près de 200 000 €, mais une première ligne, parce que je pense que nous aurons à réintervenir ensuite. Et encore une fois, la solidarité, elle ne doit pas être seulement dans les mots, elle doit être très concrète. Oui, jusqu'à 100 000, la France peut accueillir dignement aujourd'hui 100 000 réfugiés ukrainiens. S'il a dit, ils ont des informations que nous n'avons pas. Moi, j'ai des informations pour ma région des Hauts-de-France. Oui, c'est effectivement possible. Merci beaucoup, Xavier Bertrand, d'avoir été ce matin sur le plateau de LCI. Bonne journée à vous.